Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroirdeclio@gmail.com. Aujourd'hui, c'est la 10e émission de l'année et nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Lebas. Oui, bonjour Luc Dérault. Bonjour madame, vous êtes conservateur des bibliothèques, directrice adjointe du service commun de documentation, le fameux SCD de l'Université de Rouen, responsable de la bibliothèque universitaire Lettres Sciences Humaines STAPS. Je rappelle que STAPS, ça veut dire Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Bibliothèque qui se trouve à quelques mètres de nos studios, ici à Mont-Saint-Aignan. Alors avec vous, pendant près d'une heure, nous allons voyager du monde des bibliothèques, celle de Mont-Saint-Aignan en particulier, à l'Asie de l'époque moderne et contemporaine, la Thaïlande ancienne, ce Siam que vous connaissez si bien et qui a fait l'objet de votre thèse et de travaux ultérieurs. Alors peut-être Dominique Lebas, d'abord une première série de questions sur votre itinéraire, c'est un petit peu l'usage ou l'habitude dans cette émission. Alors l'intérêt pour l'histoire de l'art remonte à loin, remonte au lycée ou ça s'est cristallisé un peu plus tard ? Beaucoup plus avant. Mon intérêt c'était quand j'étais petite, j'ai beaucoup lu et j'ai tout de suite aimé la Mésopotamie et l'Égypte. Et j'ai toujours voulu faire ces études d'archéologie. Ah oui, d'accord. Donc, lorsque j'ai habité en Alsace, et quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai tout de suite écrit à l'université de Strasbourg pour savoir s'il y avait un enseignement d'archéologie. D'accord. Et donc, je me suis inscrite à Strasbourg. Il y avait le DOG d'histoire de l'art. C'était très rare à l'époque d'avoir un DOG histoire de l'art. Il y avait Paris, notamment, et puis donc Strasbourg. Et à Strasbourg, il y avait l'égyptologie. D'accord. Donc vous allez me dire, l'égyptologie, comment on arrive de l'égyptologie au Siam ? C'est que j'ai fait mes 2 ans à Strasbourg. Et pendant ces 2 ans, j'ai lu également un ouvrage qui s'intitulait « Le Proche-Orient ancien », puisque à côté de l'égyptologie, je faisais le Proche-Orient ancien avec Jean-Claude Margueron. Et j'ai été vraiment séduite par le texte de ce petit que sais-je sur le Proche-Orient ancien. Et j'ai décidé d'aller voir où enseignait ce professeur. D'accord. Et ce Pierre Amier était le conservateur en chef du musée du Louvre. Et il enseignait à l'école du Louvre. D'accord. Donc j'ai demandé à mes parents s'il était possible pour moi d'aller à Paris. Et ils ont tout de suite accepté. Donc j'ai commencé l'enseignement à l'école du Louvre. D'accord. Pour répondre à cette passion du Proche-Orient ancien. Pour répondre, oui, à cette passion du Proche-Orient ancien. En plus, à l'école du Louvre, il y avait l'enseignement de la langue akkadienne, qui était la langue diplomatique du 3e millénaire. Et donc, je me suis lancée dans l'akkadien et dans le Proche-Orient ancien avec Pierre Amier. Et à l'école du Louvre, il y a donc un cursus très structuré par année, avec des cours obligatoires. Et il y a cette spécialité que l'on doit suivre pendant 3 ans. Et la 2e année de cours obligatoires, il y avait l'Inde et l'Extrême-Orient. Comme j'étais titulaire d'un DOG d'histoire de l'art, je me suis dit, oh là là, parallèlement à l'école du Louvre, il faudrait que j'intègre aussi la Sorbonne. Et à la Sorbonne, il fallait suivre des UV. Oui. Et pour rationaliser le tout, je me suis dit, tiens, je vais aller faire l'UV Inde et Extrême-Orient. Et c'est là que j'ai découvert donc, la civilisation indienne avec Jean Boisselier. Ah oui, et tout de suite, là, il y a eu une espèce de coup de foudre, de passion. Il y a eu le coup de foudre, bien que le premier cours, j'ai été un petit peu déstabilisée, parce que Jean Boisselier faisait l'iconographie du Bouddha. Oui. Et je ne savais pas du tout qui était le Bouddha. Ah oui. Et le premier cours, j'ai entendu des voilà, Bouddha. Et il a dû voir que j'étais totalement paniquée. Et là, il a fait une petite phrase avec beaucoup d'humour en disant
Notez, mais ça ne fait rien, vous continuerez après, on récupérera. Vous comprendrez plus tard. Oui, et vous comprendrez plus tard. Donc je me suis vraiment tenue à ce que j'avais entendu. Et donc la première année, j'étais au cours de Jean Boisselier, j'ai eu mon UV. Et je me suis dit quand même, je vais peut-être continuer. Donc j'ai continué, tout en n'étant pas inscrite à l'UV, à suivre le cours de Jean Boisselier, puisque j'avais décidé de faire ma licence en 2 ans. Oui, d'accord, oui. Et quand j'ai terminé la 3e année de l'école du Louvre, c'était l'année de ma maîtrise. Il fallait que je choisisse. Soit continuer avec Pierre Amier, le Proche-Orient ancien, soit commencer une maîtrise sur l'Asie du Sud-Est. Et là, dilemme, Pierre Amier était un petit peu déçu, mais je l'ai laissé tomber. D'accord. Et je suis allée donc avec Jean Boisselier sur l'art de la Thaïlande. Donc l'art de la Thaïlande, et à partir de ce moment-là, alors quel bagage fallait-il avoir pour un petit peu rentrer dans des études approfondies autour de ces thèmes-là? Alors j'ai commencé à apprendre le thaï à l'INALCO, Oui, mais il fallait surtout aller sur le terrain. oui, c'est ça. Oui. Et pour aller sur le terrain, il faut avoir de l'argent. Mais Donc oui, j'ai commencé c'est loin. à travailler, à faire des petits boulots. Mhm. Et j'ai commencé chez Gilbert Jeune. D'accord, oui. Et j'ai commencé aussi dans une agence de publicité, parce que eux, ce qu'ils recherchaient, c'était quelqu'un qui avait l'œil du Louvre, comme ils disaient, pour regarder les publicités, pour savoir ce qui n'allait pas dans les nouvelles publicités. Et j'ai surtout écrit à la Bibliothèque nationale, l'ancienne Bibliothèque nationale. Et par bonheur, ils cherchaient quelqu'un le matin. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des bibliothèques. Mais parallèlement, je ne pouvais plus aller à l'INALCO, parce que tous les cours avaient lieu dans la journée. Ah oui, d'accord. Donc j'ai arrêté d'apprendre le siamois. D'accord. Et vous avez fait, à l'occasion de votre travail, sur lequel on reviendra bien sûr, votre travail de maîtrise, puis de DEA, puis évidemment de thèse, on est dans les années 80, là vous avez fait plusieurs séjours en Thaïlande. Oui, bien je sûr. suis allée de 80 à 83, donc tout en travaillant. Sur mes vacances, j'allais en Thaïlande pendant 4 semaines, 6 semaines, et je faisais des inventaires de terrain. D'accord. Et vous restiez longtemps à chaque fois sur place ou c'était des séjours plus ou moins longs? Non, je restais à peu près 4 à 6 semaines, je ne pouvais pas plus, Bien sûr. mais ouais. il fallait que ça soit intensif. C'est-à-dire, dès la première année où j'ai mis les pieds en Thaïlande, c'était pour ma maîtrise, je savais ce que j'allais faire en doctorat. J'avais pris l'option de faire le mobilier cultuel de Thaïlande, donc à la fois sur la maîtrise, sur le DEA et sur le doctorat. Et je savais quel était à l'intérieur du mobilier cultuel les supports que j'allais faire. Donc dès que je rentrais dans un temple, je prenais en photo tout ce que je pouvais. Vous aviez un encadrement en France et sur place ou comment ça se passait? Non. Dominique Lebas. À Paris, j'avais Jean Boisselier qui était connu comme spécialiste de l'art khmer, mais qui était aussi connu comme spécialiste de l'art de la Thaïlande. J'avais aussi Madeleine Giteau qui était spécialiste de l'art khmer. Et en Thaïlande, c'était très simple. J'avais fait connaissance d'un étudiant thaï qui était professeur à l'université de Bangkok. Et la première année, donc, c'est lui qui m'a accompagnée et j'ai été reçue dans sa famille. Est-ce que vous aviez aussi une aide de l'école française d'Extrême-Orient? Pas du tout, pas du tout. tout. Une année, j'ai demandé l'aide de la Fondation de France. C'était un fonds très particulier, c'était le fonds des antiquaires. Et une autre année, j'ai eu l'aide du gouvernement français via le ministère des Affaires étrangères pour me payer 6 mois billets d'avion. Très bien. Donc là, tout ça, on est dans les années 80. Alors, on reviendra bien sûr dans la deuxième partie de cette émission sur vos travaux très importants sur le Siam, sur la Thaïlande ancienne. Mais poursuivons un petit peu votre itinéraire. Donc, après cette phase, vous êtes engagé finalement dans la voie des bibliothèques, en fait. Vous avez passé le concours très difficile de conservateur des bibliothèques. Pas du tout. C'est pas ça. Je vais vous décevoir. Mais non, je vous pose la question. Non. Je suis donc rentrée comme contractuelle à la Bibliothèque nationale de l'ancienne bibliothèque, qui deviendra Bibliothèque nationale de France. Après, donc, je suis allée passer quelque temps aussi à la Bibliothèque universitaire de Villetaneuse, à temps partiel. Et j'ai répondu à 3 annonces d'une commune qui cherchait un sous-bibliothécaire, comme on disait à l'époque. Et j'ai été convoquée par cette commune. D'accord. Oui. Et heureusement pour moi, je dirais, c'est que cette commune était ma propre commune où j'habitais. Et ils ont été très étonnés parce qu'ils avaient reçu 3 lettres. Ils m'ont dit, écoutez, vous êtes la seule personne qui a écrit 3 lettres, mais par des voies différentes. Si vous voulez, on ne savait pas qui recruter.
Et c'était donc dans les années 82. Et à l'époque, même pour un poste de sous-bibliothécaire, on était déjà 90 candidats. Ah oui, évidemment. Donc, ces gens m'ont embauché. Et c'était la période où Jacques Lang a voulu relancer les bibliothèques municipales. Et il s'est engagé à financer par moitié nos salaires pendant 2 ans. Donc, j'ai commencé en bibliothèque municipale. D'accord, oui. À côté de ça, j'ai passé ce qu'on appelait le CAFB, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Et au bout de 7-8 ans, je suis allée voir ailleurs parce qu'il y avait un grand projet qui s'annonçait dans la région centre. Et je me suis dit, maintenant je suis mûre pour aller mener à bien une construction de bibliothèque. Donc, avec mon CAFB, ma licence, mon titre de bibliothécaire, je suis allée donc à Châteauroux, dans l'Indre, où il y avait un projet de grande bibliothèque de 6000 m². C'était une bibliothèque-médiathèque. Et à côté, il y avait la salle de spectacle. D'accord. Donc, on m'a recrutée pour suivre le projet de construction, pour penser l'informatisation et pour faire l'ouverture de cette bibliothèque. Au bout de 3-4 ans, une fois que tout était fini, je me suis dit, j'aimerais bien aussi faire maintenant de la lecture publique, mais en milieu rural. J'avais fait la Bibliothèque nationale, j'avais fait de l'universitaire, j'avais fait une médiathèque, une construction, et je me suis dit, la lecture rurale, ça va me plaire. Et j'ai répondu à l'annonce du Puy-de-Dôme, qui cherchait son directeur pour la bibliothèque départementale de Presles du Puy-de-Dôme. Alors, il faut préciser peut-être pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque départementale de Presles, Dominique Lebas ? Alors, une bibliothèque départementale de Presles a pour vocation de desservir les communes de moins de 10 000 habitants par l'intermédiaire de ces bibliobus. Dans le Puy-de-Dôme, nous avions à la fois des bibliobus, on avait une annexe, mais nous avions surtout 4 bibliobus et un musibus, puisqu'on avait développé la musique. Donc on va à la rencontre des bibliothécaires bénévoles qui tiennent ces petites bibliothèques. Ça peut être une petite salle, ça peut être une bibliothèque plus importante. Et donc on fait des tournées. On faisait des tournées une fois tous les 3 mois auprès des bibliothèques. C'est un échange de collections. C'est ça, c'est-à-dire que la bibliothèque départementale de Presles a des collections et elle aide un petit peu les communes qui sont en difficulté pour acquérir des livres, c'est ça? On les prête, c'est-à-dire qu'on demande au maire un local, de constituer une équipe de bénévoles, et nous, on apporte les collections. D'accord. Et dans le Puy-de-Dôme, on avait aussi fait passer ce qu'on appelle une délibération d'ordre général, c'est-à-dire que l'on voulait surtout que la formation des bénévoles soit reconnue par les mairies et par le Conseil général. Alors, on a demandé un budget au Conseil général et on a fait un plan de formation des bibliothécaires bénévoles. Alors, ces bibliothèques, elles existent dans tous les départements, hein? Dans tous les départements, sauf Paris. Bien sûr, oui. Mais elles existent dans tous les départements. Donc ici, en Seine-Maritime, vous avez la centrale, la bibliothèque départementale à Notre-Dame-de-Mondeville. Et donc tout ça est financé par le Conseil général, hein? Tout à fait. Ce sont les conseils généraux qui financent les bibliothèques départementales. Au départ, c'était des bibliothèques qui appartenaient à l'État. Et avec la loi de décentralisation, l'État les a confiées au département. D'accord. Alors, à l'occasion de votre passage à Clermont-Ferrand, vous avez notamment organisé une exposition sur une photographe berrichonne qui s'appelle Jenny de Vasson, c'est ça? C'est ça. Et alors, dites-nous un petit peu quelle est-elle, cette photographe qui a vécu entre 1872 et 1920, Dominique Lebas? Alors, Jenny de Vasson, c'est un personnage qui est très, très important parce qu'on dirait maintenant que c'était une vieille fille. Mais une vieille fille qui avait... Avec un fort embonpoint. C'est ça. Dès l'âge de 15 ans, elle avait donc cet embonpoint. Et elle a su très tôt qu'elle ne se marierait jamais. Et elle était la fille unique d'un magistrat. Et ils avaient ils avaient une résidence principale à Versailles et une résidence secondaire près de Nohant. Et ça s'intitule l'abbaye de Varennes. L'abbaye de Varennes existe toujours, hein. Donc, cette Jenny de Vasson est un esprit très, très ouvert. Elle a acheté un jour un appareil photographique. Et comme elle voyageait, elle est allée en Italie, elle est allée en Espagne, elle est allée en Belgique, en Suisse. Elle prenait des photos. Et lorsque vous regardez ces photos, c'est des photos qui sont prises avec un angle de vue un peu, aussi, moderne, très moderne. On ne pourrait pas penser que ces photos datent du début du siècle. Et autre caractéristique de cette Jenny de Vasson,
c'est qu'autour d'elle, elle avait pris sous sa houlette, je dirais, les jeunes filles de bonne famille autour d'elle. Et elle faisait donc des photos avec des jeunes filles, par exemple, habillées tout en blanc, dans les champs. Il y avait de la mise en scène. Et autour d'elle aussi, elle a créé un cercle de personnes, de personnalités, je dirais même au niveau national. Autour d'elle, il y avait André Mauroy, que l'on connaît, puisqu'il est originaire d'Elbeuf. Oui, évidemment. Il y avait Jules Bloch, un orientaliste. Il y avait Jean-Richard Bloch, qu'elle avait connu quand il avait 10 ans. Et toute sa vie, elle a échangé une correspondance régulière avec Jean-Richard Bloch. Et il y avait autour d'elle aussi Romain Rolland. Donc vous voyez, on retrouve quand même des gens de la littérature française. Oui, tout à fait. Oui. Et cette femme, au moment de mourir, va demander à ce qu'on détruise un certain nombre de choses. Mais elle n'a jamais pensé à ces plaques photographiques parce que pour elle, la photo, ce n'était pas important. Donc, il y a quelques années, on a retrouvé dans l'abbaye de Varennes les plaques photographiques et puis des tirages originaux. Et lors d'un passage d'un très grand photographe, Zaorski, il s'est aperçu de la qualité de ces photos. Et il les a emmenés donc aux Journées d'Arles. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'œuvre d'Eugénie de Vasson. Et vous avez eu l'idée de faire donc une exposition autour de cette figure? Oui, parce que j'avais rencontré au moment de partir, entre le moment que je quittais Châteauroux et où j'allais en Auvergne, j'ai rencontré le collectionneur. Et qui me dit, ça serait bien qu'on fasse une exposition sur Eugénie de Vasson. Donc j'avais gardé ça dans ma tête. D'accord. Et lorsque je suis arrivée dans le Puy-de-Dôme, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai un beau projet. C'est un projet d'une exposition d'une photographe, noir et blanc. Mais je ne veux pas uniquement une exposition dans le hall d'honneur, je veux aussi travailler avec les collégiens sur la photo. Donc on a monté un projet où les jeunes, on leur confiait des appareils photo jetables en noir et blanc. On a fait venir des photographes pour tenir des ateliers avec eux dans les collèges. On leur a dit, voilà, on va lancer un concours. Et les meilleurs clichés constitueront une exposition que l'on fera tourner sur le département. Si vous voulez, je voulais faire un tout sur la photo. Bon, très bien. Alors, poursuivons un petit peu, Dominique Lebas, votre parcours. Donc, vous avez été nommé à la Bibliothèque universitaire de Rouen il y a maintenant 11 ans, c'est ça? 11 ans. Je suis arrivée en janvier 2004. Alors, quelles sont vos fonctions au sein de la Bibliothèque universitaire? Alors, je suis responsable de la Bibliothèque des lettres, sciences humaines, sciences sociales et STAPS, comme vous l'avez dit. Et je suis également adjointe à la directrice Laurence Boitard, avec comme mission l'accueil et services aux usagers et la communication. Alors, quel type de public avez-vous dans cette bibliothèque? Donc, essentiellement des étudiants, des professeurs? Oui, des étudiants. Parmi les étudiants, on est plus tourné vers la licence, mais on a les étudiants de master, de doctorat, les enseignants-chercheurs. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des lecteurs autorisés, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par nos collections et qui viennent s'inscrire dans notre bibliothèque. Est-ce que vous avez des collections aussi anciennes, un petit peu, ou qui oui. sont antérieures au 19e siècle, je veux dire? Oui, nous avons un fonds ancien qui vient du Petit Séminaire. Alors, le fonds du Petit Séminaire a été divisé en trois collectivités, si on peut appeler ça des collectivités. Il y a les archives départementales qui ont une partie du fonds, la ville de Rouen a une partie du fonds, et nous avons une partie du fonds du Petit Séminaire. Bon, et comment fonctionne cette bibliothèque? L'amplitude horaire, quand on regarde quand même, est assez grande par rapport à d'autres bibliothèques, finalement. Oui, on ouvre donc de 8h15 à 19h15 du lundi au vendredi, et le samedi matin de 9h à midi. Bon, ce qui donne une bonne amplitude pour travailler. Oui. Et donc, nous sommes 7 bibliothèques universitaires qui constituent le service commun de documentation. Et nous avons quand même la bibliothèque de médecine-pharmacie qui est ouverte tous les jours jusqu'à 22h. Et le samedi après-midi, les étudiants peuvent aller en bibliothèque de droit ou en bibliothèque de médecine-pharmacie. Bon, écoutez, très bien, de belles perspectives. En tout cas, écoutez, nous, on va poursuivre cette discussion, mais autour de vos travaux sur l'Asie. Donc, on va partir vraiment ailleurs, mais ce sera après une première pause musicale. Et pour introduire un petit peu le sujet, en quelque sorte, on va écouter un titre de The Pogues. C'est Summer in Siam, un titre de 1990 sur R2R. Well, it's summer in Siam, and the moon is full of rainbows. When it's summer in Siam, then we go through many changes. When it's summer in Siam, then all I really know
that I truly am. In the summer in Siam, in the summer in Siam, in the summer in Siam. Summer in Siam, and the moon is full of rainbows. When it's summer in Siam, and we go through many changes. When it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. In the summer in Siam, in the summer in Siam, in the summer in Siam. C'était Summer in Siam par The Pogues sur R2R. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Dominique Lebas, directrice adjointe du service commun de documentation de l'Université de Rouen, responsable de la bibliothèque universitaire Lettres Sciences Humaines STAPS à Mont-Saint-Aignan. Alors Dominique Lebas, nous avons évoqué ensemble votre itinéraire et puis nous avons parlé de cette bibliothèque universitaire de Rouen. Alors maintenant, on va s'intéresser directement à vos travaux sur l'Asie, sur cette Thaïlande ancienne, sur ce Siam. Alors peut-être qu'il faut un petit peu dresser, parce que tout le monde n'est pas familier avec cette histoire, un tableau peut-être à grands traits, mais tout de même de l'histoire ancienne de Thaïlande. Alors l'histoire du Siam finalement remonte fondamentalement au XIVe siècle, c'est ça, Dominique Lebas? Non, on pourrait dire que oui, vous allez dire que je vous contredis. Mais vous avez le droit, et même l'obligation. C'est que la nation thaï en elle-même, on peut dire qu'elle remonte au XIIIe siècle. Les Thaïs sont descendus depuis la Chine, chassés par les Mongols, et ils sont descendus donc progressivement. La première capitale thaï, c'est Sukhothai. Après Sukhothai, il y a eu Ayutthaya, ou, comme on dit nous, Ayutthaya. Ayutthaya a été fondée en 1350 par Amati Bodhi.
Et nous connaissons Ayutthaya parce que la France a eu des relations diplomatiques avec Ayutthaya. C'est Louis XIV et le roi Pranarai qui donc ont échangé des ambassades. Il y avait déjà eu une première ambassade envoyée par Pranarai, et au large du Cap Bonne-Espérance, l'ambassade elle a coulé. Et malheureusement, c'est que Pranarai a attendu pendant des années le retour de ses ambassadeurs, donc ne voyant rien venir, il a réenvoyé une ambassade à Versailles. Alors cette ambassade a un peu étonné le monde français. D'abord par le cérémonial qu'on retrouvera donc sous Napoléon III, et on en reparlera. Et donc les ambassadeurs se sont présentés devant Louis XIV. Et nous, en retour, on a envoyé le chevalier de Chaumont, avec également un missionnaire. Alors il faut savoir que Pranarai était quelqu'un de très maladif, et que dans son entourage, il y avait un aventurier grec, qui est Constance Poquelon, qui donc muselait un peu les mandarins siamois. Constance Poquelon voulait absolument que les Français arrivent au Siam pour justement ses intérêts personnels. Alors notre chevalier de Chaumont, nos ambassadeurs se sont mal sentis au Siam. Déjà, ils ont découvert un pays qu'ils ne connaissaient pas. C'était déjà une végétation très dense. La chaleur, la moiteur. Avec leur costume grand siècle, ils le supportaient très très mal. En plus, il y avait des dissensions entre les missionnaires et eux. Donc tout ça, ça n'a pas favorisé les contacts avec Pranarai et surtout Constance, qui jouait un jeu un peu particulier. Cette ambassade française, une fois qu'elle est repartie, elle est retournée en France, on n'a plus du tout de contact avec Pranarai, qui est décédé très vite. Et après son décès, Constance a été tuée par les mandarins siamois et le pays s'est refermé. Donc c'est finalement cette ouverture de la fin, on est à la fin du XVIIe siècle, elle est très ponctuelle, quoi. Elle est très très ponctuelle et il faudra attendre de 175 ans avant de renouer avec le Siam. Donc alors revenons un petit peu donc au Siam, donc ce royaume d'Ayutthaya ou Ayutthaya comme on veut, donc c'est une localité qui est située au nord de Bangkok, c'est ça? Oui, à 90 km à peu près du nord de Bangkok. Et l'ennemi héréditaire des Siamois, ce sont les Birmans. D'accord. Donc, il y a toujours eu des luttes incessantes entre Birmans et Thaïs. Donc, en 1767, après un siège d'1 an, Ayutthaya va tomber aux mains des Birmans. Il y avait déjà eu une première alerte au XVIe siècle, et même plusieurs sans doute. Je sais pas, je pense au pillage de 1569. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Bon. Mais si vous voulez, 1767, ça a été terrible parce que les Birmans ont tout rasé. Ah oui. Ils ont rasé les monuments, ils ont détruit tout ce qui était texte, et ils ont surtout déporté la population. Il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsqu'il y avait des luttes comme ça entre pays, c'était surtout aussi pour prendre la population, parce que ce sont des grands espaces, et il n'y avait pas beaucoup d'habitants. En 1850, par exemple, Bangkok ne compte que 400 000 habitants. Paris en aura 1 million. Vous voyez, donc c'est des différences, tout ça. Donc, si vous voulez, en 1767, l'âge d'or du Siam s'est arrêté. Oui. Donc, pour résumer un petit peu, entre 1350 et 1767, donc il y a un royaume qui s'est d'abord étendu quand même aux dépens de ses voisins, et qui ensuite a subi la loi birmane en quelque sorte, enfin le pillage birman. Que se passe-t-il alors en 1767? Là, on est à un moment de basculement, Dominique Lepard. Donc, en 1767, il y a quelqu'un qui est un général, qui est à la fois chinois, moitié siamois, qui va reprendre les choses en main, c'est Taksin. D'accord. Et Taksin va décider de déplacer la capitale vers le sud. D'accord, oui. Donc, il va la déplacer à l'embouchure donc, du fleuve qui traverse toute la Thaïlande du nord au sud, la Menan Chao Phraya. Et il va établir cette capitale sur ce qu'on en appelle Thonburi. Thonburi, c'est un quartier actuellement de Bangkok et c'est sur la rive droite de l'actuel Bangkok. Pourquoi il choisit Thonburi? C'est parce qu'il est très loin de la frontière avec la Birmanie. La défense du peu de survivants qu'il a va être aisée et il est proche de l'embouchure de la mer. Jusqu'en 1782, donc, nous avons Taksin. Taksin va devenir fou. Oui. Et la personne qui va reprendre le pouvoir, c'est un autre général. C'est le général Chakri qui va fonder la dynastie actuelle.
Donc c'est le premier Rama, en fait. C'est le premier Rama. À partir de 1850, je crois, c'est Rama VI. Non, donc ça va faire beaucoup plus tard. On va donner le nom de Rama à tous les rois de Thaïlande. Et ça, c'est très symbolique. Parce que Rama, c'est une incarnation du dieu Vishnu. Et toute cette dynastie va utiliser le Ramayana pour légitimer sa prise de pouvoir. D'accord. Donc l'actuel roi, c'est Rama IX. Hein. C'est Rama IX, c'est le roi Bhumipol. On le connaît, nous, en tant que roi Bhumipol, mais c'est Rama IX. Il est donc roi depuis 1946. C'est le garant de la stabilité de la Thaïlande à l'heure actuelle. C'est le garant du bouddhisme. C'est une monarchie qui est devenue constitutionnelle. Et le roi n'a aucun pouvoir. Seulement Bhumipol est le garant du pays. Lorsqu'il décédera, il a 86 ans, lorsqu'il décédera, il y aura un problème de succession en Thaïlande. Parce que son fils n'est pas très apprécié, c'est ça ? Parce que son fils n'est pas apprécié. Sa fille est appréciée, la princesse Sirindorn. Elle est très appréciée de la population, mais la Constitution ne le permet pas à l'heure actuelle. Il faudrait une modification de la Constitution. Je crois savoir que le roi serait favorable, mais il y a des contre-pouvoirs. Oui, non, c'est pas évident. Alors revenons un petit peu. Alors là, nous sommes passés allègrement du 18e au 21e siècle. Alors revenons un petit peu finalement autour de cette dynastie qui est donc fondée par Chakri, hein, c'est ça ? Oui, le général Chakri. En 1782. Alors qu'est-ce qui se passe au 19e siècle sous les Ramas qui se succèdent là et qui prennent ce nom un peu plus tard ? Alors déjà, il va falloir qu'il légitime sa prise de pouvoir. Il va établir, lui, sa capitale sur la rive gauche, sur ce qu'on appelle Bangkok. Nous, les Occidentaux, ça vient d'une appellation qu'on pense depuis les Portugais. Ça voudrait dire le village des oliviers sauvages. On n'est pas sûr qu'il y ait eu des oliviers à Bangkok. Lorsque vous parlez avec des Thaïs, c'est un autre nom. C'est Krung-Thep. Ça veut dire la cité des anges. Ah oui. Voilà. Donc, il établit cette capitale sur la rive gauche. Et à l'époque, Bangkok, ce sont des marécages, il y a des champs de riz, il y a quelques populations. Donc il va falloir qu'il assainisse le terrain. Il va aussi devoir, si vous voulez, comme les textes ont disparu, il va falloir reconstituer la littérature avec à partir de la mémoire, je dirais, des survivants. C'est une tradition orale. Donc il va falloir le mettre par écrit. D'accord. Il va falloir aussi revoir tous les textes bouddhiques, les Tripitaka. Donc il va ordonner un concile qui va durer quelques mois. Il va aussi réformer la justice. Ça, c'est Rama Ier. Ça, oui, Chakri, quoi. C'est le général Chakri qui va faire ça. Oui, d'accord. Et ses successeurs, alors que font-ils ? Dans quel processus s'inscrivent-ils ? Est-ce que avec le 19e siècle, il y a une ouverture un petit peu du Siam au monde ? Oui, alors c'est Rama III qui va commencer à ouvrir le Siam aux pays, aux puissances étrangères, à l'Angleterre. Les gens cherchent beaucoup des traités de commerce, mais c'est surtout le Rama IV, le roi Mongkut, que l'on connaît donc par le film Anna et moi, qui va ouvrir beaucoup plus le Siam à l'Occident. Mais c'est un fiefé, je dirais, c'est un futé sur ce roi Mongkut. Alors le roi Mongkut, c'est une personnalité un peu particulière. Lorsque donc son père, Rama II, meurt, il a 20 ans, il vient de rentrer dans un monastère. Il aurait dû succéder à son père. Et en fin de compte, ça va être un demi-frère qui va succéder, c'est Rama III. D'accord. Au décès de Rama III, on va revenir chercher donc, le roi Mongkut, qui est moine depuis 25 ans. Ah oui. Et pendant qu'il a été moine, il n'est pas resté, je dirais, les deux pieds dans le même sabot. Oui. Lorsque un moine se déplace beaucoup, pendant la saison sèche, c'est le bouddhisme, les moines se déplacent. Donc il a un petit peu étudié le pays. Il a profité aussi d'apprendre l'anglais avec un missionnaire américain. Et il a appris aussi le latin avec Monseigneur Palgois, qui était un missionnaire français, le vicaire apostolique des missions étrangères. Donc, si vous voulez, il a commencé à faire sa petite culture.
Et il avait quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est que le roi Montecourt, il fallait absolument qu'il écrive à tous ses dirigeants occidentaux. Donc il écrivait à la reine Victoria, il écrivait à la reine, à Napoléon III, il a écrit au pape. Et il voulait absolument aussi échanger des photos. Donc je trouve que c'est un personnage extraordinaire, donc très ouvert. Et comme il était futé, il s'est aperçu, si vous voulez, que dans cette période du 19e siècle, l'Angleterre voulait asseoir son hégémonie sur une partie de la péninsule indo-chinoise, la France aussi. Donc il a fait en sorte d'être un petit peu un État tampon. D'accord, oui. Et ensuite, alors à la fin du 19e, au début du 20e siècle, il y a des évolutions quand même importantes pour la Thaïlande actuelle. D'abord, c'est l'abolition de la monarchie absolue. Là, on est en 1932, Dominique Lebas. Oui, donc si vous voulez, il y a une révolution. Une révolution assez pacifiste, comme c'est le cas tout souvent en Thaïlande lorsqu'il y a des grands événements. Donc, on est après la crise de 29. Oui. Et il semblerait qu'il y ait eu des problèmes financiers en Thaïlande. Notamment les militaires qui voyaient leur solde qui n'avait pas augmenté. Donc, ils ont pris le pouvoir. Oui. La presse dit que la population, elle, est restée très calme. Donc, mais on a changé donc, le régime. Donc, monarchie qui devient une monarchie constitutionnelle. Constitutionnelle, tout à fait. Ça. Oui. Et ensuite, c'est, je crois, en 1939 que le Siam devient la Thaïlande. Oui, le pays des hommes libres. Donc, il n'y a plus d'esclavage, parce qu'il y avait la notion d'esclavage en Thaïlande. Hein. Et donc, ils sont, si vous voulez, ils sont très fiers d'être aussi un pays qui n'a jamais été colonisé. Ça revient toujours lorsque vous parlez avec des Thaïs. Il y a eu des influences européennes. Il y a eu des influences européennes, des influences chinoises, notamment dans l'art, mais ils sont toujours restés indépendants. Et ça, c'est important, effectivement. Et donc, on retrouve notre Rameneuf depuis 1946, vous l'aviez dit. Oui. Et donc, on attend bientôt une succession, parce qu'il est quand même très âgé, vous l'avez rappelé. Alors, maintenant, revenons précisément à ce que vous avez fait, vous, dans vos travaux de recherche et dans votre thèse, notamment. Votre intérêt, vous, c'était d'étudier le mobilier cultuel, Dominique Lebas. Oui, parce que, comme d'habitude, j'ai lu. Et j'ai lu notamment le manuel d'archéologie Khmer. Et je suis tombée sur une photo qui représentait un animal fantastique. C'était une chaise et c'était un lion fantastique. Et je me suis dit, s'il y avait ça en Thaïlande, qu'est-ce que je serais contente. Donc c'était l'art du bois et j'aimais beaucoup le bois. Donc j'ai proposé à Jean Boisselier de travailler sur le mobilier cultuel. Alors il était très content parce que personne ne voulait travailler sur le mobilier cultuel. On ne savait pas du tout ce qu'il y avait. Hein. Et donc, je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, si vous m'y autorisez, je ferai maîtrise jusqu'au doctorat, tout ce qui est mobilier cultuel. Alors, en premier sujet, j'ai pris les chairs à prêcher. Et personne ne savait ce que j'avais trouvé en Thaïlande. Donc, j'ai trouvé des réductions d'édifices architecturaux. Et il y a un symbolisme derrière. Alors, si vous voulez, comme c'est un art du bois, il faut faire des inventaires parce que on ne sait pas quel monastère possède quoi. En Thaïlande, un monastère qui a du mobilier peut décider de le vendre, même s'il a une valeur pour nous occidentaux. C'est ça, oui. Là-bas, c'est l'impermanence. La notion de patrimoine n'est pas la même. Hein. Non, c'est pas du tout comme chez nous. Donc, j'ai fait des inventaires sur le terrain et avec ces réductions architecturales, je me suis rendu compte qu'il y avait un symbolisme derrière. Il y a d'abord un escalier. Et cet escalier, ce sont 2 serpents. Et si l'on a cette connaissance de l'art khmer, avec les chaussées, vous savez, devant Angkor Wat, c'est la notion de l'arc-en-ciel. On relie le monde terrestre au monde divin. D'accord, oui. Ah, oui. Après, j'ai découvert sur certaines réductions architecturales ce qu'on appelle des garudas, des aigles royaux, qui alternaient avec des lions royaux. Oui. Donc là, nous sommes dans la notion de pavillon céleste comme à Angkor Wat. D'accord. Et on me disait, c'est votre chair à prêcher, c'est peut-être le symbolisme de la montagne cosmique, le mont Méru. Et je leur disais non, on est vraiment dans des maisons célestes. Et lorsque le moine franchit cet escalier du monde terrestre au monde divin, il s'assoit dans sa chair à prêcher et il va donner un sermon. Et c'est la voix du Bouddha que l'on entend, qui entend la loi bouddhique
entend le Bouddha. Ça, les textes le disent. Hein. Et on disait aussi que le Bouddha avait le rugissement du lion. Et les chers à prêcher, c'est ça. C'est, en fin de compte, le siège du Bouddha. Oui, donc quand on entend un moine psalmodier la loi bouddhique qu'on appelle le Dhamma, on entend normalement la voix du Bouddha. D'accord. Donc ça, c'était votre étude de maîtrise. Ensuite, vous avez travaillé sur les portes luminaires pour votre DEA, c'est oui, ça? Alors là, c'est pareil. Je pensais trouver des portes luminaires comme au Laos. Alors au Laos, c'est un symbolisme, puis beaucoup de décoration. Et en fin de compte, en Thaïlande, je suis tombée sur des portes luminaires beaucoup moins intéressants. Alors, l'essentiel des portes luminaires se trouve dans le nord de la Thaïlande, dans la région de Chiang Mai. Oui. Et ce sont des écrans, ce sont des meubles en bois qui font peut-être 1 mètre de hauteur. Il faut s'imaginer un demi-cercle. À la tête de ce demi-cercle, il y a souvent une tête de monstre. Et il n'a pas de mâchoire inférieure, mais de sa bouche sortent des nagas, des serpents. D'accord, oui. Pour mettre les bougies, il y a 7 portes-bougies. Et ça, c'est le symbolisme de la montagne cosmique, le mont Méru. Ah, d'accord. Et les nagas, les têtes des nagas sortent entre chaque porte-bougie. Ah oui. Et les nagas symbolisent le monde de l'eau. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a des petits symbolismes comme ça. Certains portes luminaires sont décorés d'oran. Mais j'ai été, si vous voulez, un petit peu déçue par les portes luminaires parce que je m'attendais vraiment à des belles choses comme au Laos. D'accord. Alors, ça, c'était la deuxième phase. Et puis la troisième phase, c'est votre thèse. Ce sont les armoires et les coffres à manuscrits. Alors, ça fait un peu rêver de faire une thèse sur les armoires et les coffres à manuscrits. Il faut que vous nous expliquiez ça, Dominique Lebas. Alors, les armoires et les coffres à manuscrits de Thaïlande sont des meubles qui font appel à plusieurs techniques. À la fois la laque dorée, c'est ce que l'on voit le plus souvent aussi sur les vantaux des portes, les vantaux des fenêtres de temples, sur les portes des temples. On peut avoir des armoires avec de la verroterie. On peut aussi avoir de l'incrustation de nacre. Alors, comment se présente une armoire à manuscrits ? Il faut s'imaginer un meuble qui a des pieds de différentes formes, soit courbe, soit droit, soit une patte de lion. Et là, on revient au lion du Bouddha, le lion des Sakyas. Et après, c'est un tronc de pyramide. Alors, il ne faut pas croire que l'on ait fait l'armoire pour les manuscrits. L'armoire, au départ, elle est faite pour un particulier. En général, c'est soit le roi, soit un noble qui est très riche. Et c'était pour conserver autre chose que les manuscrits. Donc, c'était pour ranger les vêtements. Mais à la mort du propriétaire, on donne l'armoire au monastère. Et c'est là qu'on range les manuscrits. D'accord. Les coffres à manuscrits, c'est pareil. Le plus grand, c'est aussi un tronc de pyramide. Alors souvent, c'est de la verroterie. Dans le nord de la Thaïlande, j'en ai découvert quelques-uns qui sont laque rouge et non pas laque noire comme dans le centre. Donc là, ils sont plus grands. Après, vous avez un coffre qui fait à peu près 80 cm de long sur 30 de haut, 35 de large, où là, on va mettre d'un manuscrit très particulier qui est le manuscrit Pramalai. C'est un moine singalais qui aurait été visiter les enfers. Donc on illustre aussi ce genre de thème. Et puis vous avez le petit coffre à manuscrits, qui est le petit coffre que portent en général les moinillons pour accompagner le moine, et dans lequel on range un manuscrit. Donc vous vous êtes intéressé à la fois aux techniques de décoration, à leur usage, enfin c'est tout cet ensemble. Oui, et puis surtout à l'iconographie. À l'iconographie, oui. Alors, si vous voulez, les armoires à manuscrits, la plus grande collection se trouve à la Bibliothèque nationale de Bangkok, dans un bâtiment à part. D'accord. Pour rentrer dans ce bâtiment, il a fallu montrer patte blanche pendant des années. Même une année, ils n'ont pas cru que c'était moi le chercheur, ils ont cru que c'était un ami qui m'accompagnait parce qu'une femme ne pouvait pas être chercheur. Ah oui, d'accord. Donc, c'était un peu particulier. Et pour se faire ouvrir ce bâtiment, il a fallu que j'aille à l'équivalent du CNRS français pour avoir des autorisations. Et même avec ces autorisations-là, j'ai eu beaucoup de mal à me faire ouvrir le bâtiment. Donc là, j'ai découvert des centaines d'armoires en plus ou moins bon état. Et j'ai aussi fait des inventaires dans les monastères.
Alors, les armoires, souvent, sont conservées dans les chambres aussi de moines. Donc, parfois, je suis allée dans les chambres de moines. Et je me suis intéressée à 3 types d'iconographie. J'ai découvert que la vie du Bouddha était très illustrée sur ces armoires à manuscrits. Il y avait aussi les vies précédentes du Bouddha. Et il y avait aussi des scènes du Ramayana, que l'on appelle Ramakien en Thaïlande. Donc j'avais une telle documentation que Jean Boisselier m'a arrêté en disant « Écoutez, faites que la vie du Bouddha et éventuellement les vies antérieures, mais on s'arrête là, le doctorat est trop énorme pour continuer. » Donc, c'est cette iconographie que vous avez étudiée. Le temps passe très vite, Dominique Lebas, en votre compagnie. On va marquer une deuxième pause musicale et puis on aura quelques minutes pour retourner en France, pour notamment évoquer cette fameuse ambassade du Siam auprès de Napoléon III au XIXe siècle. Mais on marque une pause toujours un petit peu dans cet esprit et on va écouter un extrait du thème musical du film The King and I, un film de 1956 avec la marche des enfants siamois sur R2R. C'était un extrait du thème musical du film The King and I, un film de 1956, La marche des enfants siamois. Vous êtes bien à l'écoute de R2R et c'est l'émission d'histoire de la station au miroir de Clio et nous sommes toujours en compagnie de Dominique Lebas, la directrice adjointe du service commun de documentation de l'Université de Rouen, la responsable de la bibliothèque universitaire Lettres Sciences Humaines STAPS de Mont-Saint-Aignan. Alors Dominique Lebas, nous venons d'évoquer votre itinéraire, votre action à la tête de la bibliothèque universitaire de Mont-Saint-Aignan, vos travaux sur l'Asie. Alors pour terminer
cette émission. Nous n'avons plus malheureusement que quelques minutes. On va revenir en France, on va renverser les perspectives. C'est toujours intéressant de le faire. En évoquant l'ambassade siamoise en France en 1861, on est évidemment sous le règne de Napoléon III. Et c'est Rama IV, finalement, qui va envoyer une ambassade qui va quand même produire un certain nombre de documents que vous avez étudiés. La première, sans doute, Dominique Lebas. Oui, donc Rama IV va envoyer, après bien des difficultés, une ambassade siamoise en France. Et cette ambassade va arriver à Toulon le 2 juin 1861. Et une grosse surprise, c'est que l'imaginaire français va se focaliser sur le nombre de caisses qui accompagnent ces gens. Et lorsque une des caisses va se briser sur le quai, ils vont s'apercevoir que ce n'étaient pas des choses si précieuses que tout le monde s'attendait à voir, mais c'était des piments confits. Ah. Donc voilà. Alors dans l'ambassade, nous avons 3 ambassadeurs qui sont d'une famille très connue en Thaïlande, la famille Bunag. Et ce qui va frapper les Français, c'est que l'un des ambassadeurs est accompagné d'un petit garçon de 12 ans qui a une coiffure un peu particulière puisqu'il n'a pas encore eu la cérémonie de la tonsure pour ses cheveux, donc il a un petit chignon sur la tête. Mmh. Alors ce qui va frapper du côté des Siamois, c'est notre architecture en France, ce sont les bâtiments à plusieurs étages. Ça va être aussi les voitures à chevaux. Ah, il n'y a pas de cheval ou très peu en Thaïlande et on ne les utilise pas comme nous on les utilisait. Ils vont également être très étonnés au musée, au Jardin des Tuileries, par les animaux, les kangourous, et par un animal un peu particulier qui a, d'après eux, 2 pattes, une queue de sirène, et qui ressemble à un animal mythique de chez eux, ce qu'on appelle le macara. Alors je pense qu'ils ont dû voir un phoque ou une otarie qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc ces gens vont se présenter devant Napoléon III après des visites d'industrie. Ils vont venir au Havre notamment voir les chantiers maritimes de Monsieur Normand, les docks flottants, parce qu'ils viennent aussi dans un esprit d'acheter notamment des bateaux. Il n'y a que 5 bateaux au Siam à l'époque, donc ils viennent pour acheter des bateaux, pour acheter aussi des produits manufacturés. Donc lors de la réception à Fontainebleau, ce qui va faire beaucoup rire Prosper Mérimée, ça va être le cérémonial thaï. Mmh. Pour se présenter devant l'empereur, ils vont se présenter comme devant le roi de Thaïlande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être debout face à un roi de Thaïlande, il faut ramper. Ah oui. Et vu la distance entre la porte d'entrée et le trône de Napoléon III, ça va être c'est long. Ça va être très très long. Et le pire, c'est le premier ambassadeur qui doit aussi tenir une coupe sur laquelle repose une lettre sur feuille d'or. Oui. Et le Napoléon III va tellement, au bout d'un moment, être un petit peu, je pense, exaspéré, c'est qu'il va se lever et qu'il va prendre la lettre qu'on lui tendait. Ah d'accord. Ouais. Donc, Prosper Mérimée va comparer cette avancée des ambassadeurs siamois et surtout leur marche arrière à une troupe de hannetons. Alors, il faut dire que les Français ont été éblouis par ces ambassadeurs siamois, par leurs bijoux, par leurs costumes. Mais certains aussi ont porté des propos pas très gentils, parce qu'ils avaient une peau un peu plus foncée que la leur. Ils avaient des coutumes autres que les leurs. On ne sait pas s'ils ont goûté la gastronomie française, mais on disait qu'ils mangeaient des herbes crues. Ah oui. Donc ça a un petit peu surpris, mais tout le monde voulait absolument les voir. Bon, il y a eu un écho assez important de cette réception par Napoléon III, et notamment c'est le peintre Gérôme qui a représenté, qui est l'auteur d'une réception des ambassadeurs de Siam, qui est conservée aujourd'hui au musée de Versailles, mais vous avez trouvé aussi d'autres documents. Nadar, le grand photographe, a pris des photos, Dominique Lebas. Alors, en lisant le Moniteur universel, j'ai découvert que pour préparer son tableau, Jérôme avait demandé à ce que les ambassadeurs siamois aillent chez Nadar. Donc, étant bibliothécaire, je me suis demandé où pouvaient se trouver ces photos. Mmh. Et je suis allée à la Bibliothèque nationale de France, au département de la photographie. Et ces photos étaient mal inventoriées. Et c'est par mon savoir-faire, je dirais, de bibliothécaire avec les mots matières que j'ai retrouvé les photos de Nadar, qui n'étaient pas du tout connues du personnel. Et j'ai pu faire ressortir ces photos.
et j'ai pu identifier les gens sur ces photos. Alors il faut savoir aussi que les ambassadeurs siamois ont été pris en photo aussi par un autre atelier qui est Mayer et Pierson. Et là j'avais contacté aussi un collectionneur, mais les clichés avaient disparu. Et depuis j'ai aussi su, et dans le catalogue de Fontainebleau on peut le voir, c'est qu'au musée d'histoire naturelle ils ont fait venir les siamois, mais dans une autre optique. Ils voulaient à l'époque faire des photos anthropologiques. Et ils ont fait poser les ambassadeurs siamois et toute leur suite devant un photographe. D'accord. Alors, les ambassadeurs siamois ont voulu poser pour Nadar de face. Et ils disaient, on ne veut pas poser de profil parce qu'on va penser que nous, siamois, nous n'avons qu'un œil. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, tout à fait intéressant. Alors, les cadeaux qui ont été apportés par toute cette ambassade, finalement, sont toujours conservés à Fontainebleau, c'est ça Oui, ils sont conservés dans le musée chinois de Fontainebleau. Alors, vous avez des très beaux bijoux. Vous avez un palanquin, qui est une petite réduction d'un bâtiment architectural. Et il était destiné au transport de génie, comme les princesses de Thaïlande. Et vous avez également un trône pour le transport de Napoléon III. Et le roi Mongkut avait envoyé à Napoléon III une couronne. Et cette couronne, elle a été également envoyée, enfin sa réplique a été aussi envoyée à la reine Victoria. Vous avez fait cette découverte, ce sera sans doute ma dernière question, Dominique Lebas. Et finalement, il y a eu un relais, puisqu'il y a eu une exposition importante qui a été organisée en 2011-2012 autour de cette ambassade du Siam à Fontainebleau. Oui, il y a quelques années, donc Fontainebleau a voulu ressortir tous ces objets avec une restauration, et il nous a demandé à un autre chercheur qui lui travaillait sur l'anthropologie et moi-même de venir parler du Siam. Et donc maintenant, cette ambassade est bien connue, finalement. Alors cette ambassade est bien connue, et lorsque j'ai rédigé cet article qui a été publié à Bangkok, j'ai eu vraiment le grand plaisir, c'est qu'un chercheur français qui avait accès aux sources thaï est allé fouiller dans les livres de crémation de la famille Bunag. Et là, j'ai lu des choses que moi j'ignorais, c'est-à-dire que cette famille Bunag donc, aurait même pu prendre le pouvoir à la place du roi Mongkut en lisant cet article. Parce que c'est une famille qui était d'origine persane et qui avait pris extrêmement de pouvoir au Siam. Donc les 3 ambassadeurs qui sont venus en France n'étaient pas n'importe qui. Ils représentaient le roi Mongkut, ils représentaient un second roi qui était le frère du roi Mongkut, et ils représentaient aussi les ministres. Bon. Et le 2e ambassadeur reviendra en France en 1867. Et c'est une ambassade qui elle non plus n'a pas été étudiée. Bon, écoutez, c'est sur cet appel à la recherche que se termine le 10e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Dominique Lebas, que nous remercions beaucoup, la directrice adjointe du service commun de documentation de l'Université de Rouen, en charge de la bibliothèque de Mont-Saint-Aignan, Lettres Sciences Humaines STAPS. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt sur R2R.